Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 6 décembre, la signature d'un engagement politique sur les énergies renouvelables. Ce matin, la mairie de Troyes, avec l'ADEME et ERDF, un programme d'innovation qui devrait permettre d'implanter à Vendeuvre-sur-Barse pendant 3 ans des équipements et des outils de gestion innovants sur le réseau électrique en milieu rural en lien avec l'énergie éolienne. Une entreprise auboise centenaire, ça n'arrive pas tous les jours et ça vaut bien un reportage en coulisses sur Canal 32 à Arcis-sur-Aube. La société Brodard a tout juste un siècle. Elle fabrique des emballages pour l'agroalimentaire et emploie aujourd'hui 210 salariés. Cette PME a su se moderniser. Les secrets de sa longévité, c'est dans un instant. Et puis une exposition de photos inaugurée ce soir dans un lieu insolite, le service des soins palliatifs de l'hôpital de Troyes. 5 photographes au bois ont accroché leurs images dans les couloirs de l'établissement. L'art redonne ici un peu de vie à ceux qui s'en éloignent. Reportage à la fin de ce journal. Adapter le réseau de distribution d'électricité à la production éolienne, voilà en résumé le projet Ventea dont la création dans l'Aube a été officialisée aujourd'hui en mairie à Troyes par un accord avec ERDF et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Le projet s'appelle Ventea. Il signifie voir l'énergie naturelle transformer l'exploitation de l'électricité dans l'Aube. Il est implanté à Vendeuvre-sur-Barse. Son ambition, s'adapter aux énergies renouvelables et pouvoir mieux les répartir. Alors pourquoi dans l'Aube et quel rôle pour les acteurs du département? Les précisions avec Christian Vira. Jusqu'à présent, l'électricité était acheminée du point de production au point de consommation. Avec les parcs éoliens implantés en zone rurale ou en mer, le mode de distribution change. Elle part en partie dans le village à côté, mais comme il n'y a pas assez de consommation, elle va être exportée de façon beaucoup plus éloignée et pour qu'elle soit consommée sur l'ensemble du territoire. À cette particularité s'ajoute le caractère aléatoire de l'énergie éolienne qui dépend de la météo. Afin de développer de nouveaux outils de pilotage, l'Aube et Vendeuvre-sur-Barse ont été choisis pour implanter un démonstrateur de solutions techniques. L'Aube est le département qui a la plus forte concentration d'énergie éolienne de forte et de moyenne puissance. C'est le premier en volume et c'est aussi le premier chronologiquement. Donc naturellement, ce département a été le premier à être confronté au défi de l'intégration de l'éolien sur les systèmes électriques. Ce système de redistribution intelligent se nomme Smart Grid. L'Aube est le seul département où cette recherche sera effectuée. L'enjeu est d'ampleur mondiale. D'ores et déjà, c'est près de 25 millions d'investissements, c'est pas rien par les temps qui courent dans une période de ralentissement économique. C'est ensuite évidemment très prometteur pour tout ce qui concerne le réseau de l'Université de Technologie, puisque ce sont des laboratoires avec de très grandes entreprises qui sont ici présentes par leur président, General Electric ou d'autres grandes institutions internationales qui vont investir aussi dans ces laboratoires. Et comme vous le savez, il y a un grand match international entre l'Europe et les États-Unis sur la reconnaissance des standards internationaux. Et si nous réussissons ce projet, c'est l'Europe qui aura les brevets et les standards internationaux du raccordement et du stockage de l'énergie produite par les éoliennes. Et c'est donc évidemment un projet considérable en termes de potentiel pour les années qui viennent pour notre département. L'énergie éolienne devrait représenter 30% de la production d'énergie électrique d'ici 2030. À l'UTT, 4 chercheurs sont mobilisés durant 3 ans sur ce projet de démonstrateur à Vendeuvre-sur-Barse. Du développement de logiciels, d'outils informatiques pour l'aide à la maintenance, à la fiabilité, pour surveiller le système et le réseau associé. L'école de design de Troyes participe également à ce projet. 2 étudiants ont notamment réalisé cette maquette explicative. Ce qui est assez innovant, c'est en fait la rétroprojection qui se passe dans la boîte de la maquette et qui permet finalement de comprendre sur un panorama qui ressemble à celui de Vendeuvre l'avantage du projet Ventea. À Vendeuvre, le démonstrateur devrait rentrer en service d'ici 3 ans. Si les principes sont validés, il pourrait servir de modèle pour toute l'Europe. Un autre projet de dimension nationale implanté dans le département, le 10e village d'enfants à Bréviande. Nous vous en avions parlé dans le journal de Canal 32 il y a quelques semaines. Ce village ouvert cet été a été inauguré aujourd'hui par la fondation Mouvement pour les villages d'enfants. Et en présence des élus locaux, il accueille aujourd'hui 50 enfants placés par la justice dans 8 maisons, entourés de professionnels de l'enfance 24 heures sur 24. Un projet qui a séduit les élus du département et du Conseil général dès le départ et pour plusieurs raisons, comme l'explique Bernard Delahamed. Il est vice-président du Conseil général en charge de l'action sociale et Thierry Blasco, le maire de Bréviande. Essentiellement, le choix que nous avions fait à travers le mouvement Village d'enfants, c'était l'idée de rassembler les fratries
d'enfants retirés à leur famille. Dans notre panel d'établissements pour accueillir les enfants en difficulté, quelque chose que nous n'avions pas. Pour l'instant, ça a permis quand même de rassembler, je crois, 3 fratries et j'espère beaucoup plus dans les mois à venir. On est là pour essayer de faciliter effectivement toutes les choses. Et d'ailleurs, on est en relation, je dirais, en ce moment, pas journalière, mais presque avec le directeur, parce qu'il y a plein de petites choses qu'il faut régler. Les ordures ménagères, bon, et puis quelques dossiers administratifs à traiter. Il y a les écoles à mettre en place, l'accueil au sein des écoles. Et je tiens d'ailleurs à remercier les collègues maires des communes voisines qui ont accepté de partager un petit peu, puisque 50 enfants, c'est pas rien. Donc voilà, tout se passe très très bien et il n'y a pas de souci. Et on les accompagnera autant que faire se peut. À l'heure de la crise et de la morosité économique, toutes les lueurs d'espoir sont bonnes à prendre. Exemple à Arcis-sur-Aube avec une entreprise centenaire qui se porte à merveille. Brodart, c'est le cas de moins de 2000 entreprises en France. Fondée en 1912 par Gaston Brodart, cette imprimerie est spécialisée dans l'emballage, a de quoi être fier. Elle emballe un fromage français sur 5 et emploie 210 salariés fin 2012 avec un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros. Les secrets d'une longévité rare basée sur le Made in France avec Martial Roche. Il n'en reste rien aujourd'hui, la faute à un bombardement en 1940. Mais c'est ici, au numéro 3 de la place de la République à Arcis-sur-Aube, que commence un siècle d'histoire industrielle. Le 1er décembre 1912, dans un local voisin de l'église, démarre l'imprimerie moderne. La petite entreprise fabrique alors cartes de visite et faire-part, ou encore factures et papiers en tête pour les entreprises locales. Mais l'essor de la maison vient surtout une vingtaine d'années plus tard d'une activité nouvelle. Dans les années 30, grâce à certains journaux qu'on a pu récupérer, on s'est aperçu que dès ce moment-là, nos grands-parents, mes grands-parents, avaient orienté l'activité pour la fourniture d'emballage pour le beurre et pour le fromage pour les petites laiteries locales. L'idée est payante et l'entreprise fait sa place sur le marché. Mais si les emballages de la famille Brodart sont aujourd'hui familiers pour beaucoup de Français, c'est aussi parce que la famille a su traverser les tourments du XXe siècle. On a eu une chance inouïe parce que autant mon père que mon grand-père étaient fils uniques, ils ont fait tous les deux la guerre, ils sont passés au travers, ils ont survécu comme je dirais, et l'entreprise a été bombardée et complètement détruite en 1940 et malgré tous ces problèmes, ils ont su reconstruire et redémarrer et faire redémarrer cette entreprise. C'est aujourd'hui la 3e génération de la famille qui est aux commandes. Avec plus de 200 salariés, la PME a franchi les limites du département. Il y a 5 sites de fabrication, dont 2 à Arcis-sur-Aube. Il y en a un à Sens, un à Béziers et un à Brie-contre-Robert. Nous avons également une société commerciale à Troyes et la société mère qui est également ici. Surtout avec désormais 10% de son chiffre d'affaires représenté par l'exportation vers l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord et l'Océanie, l'entreprise fait figure de village gaulois entouré d'industriels asiatiques. Faute de potions magiques, Brodart s'appuie sur des clients moins frappés par ces maux de la fin du XXe siècle, désindustrialisation et délocalisation. On a une chance énorme, c'est qu'on travaille, un de nos marchés principaux, c'est l'emballage fromager. Le fromage type pâte molle est un produit purement français et que même si il peut y avoir des implantations à l'étranger d'industriels du fromage, très souvent, voire même dans la quasi-totalité des cas, ces entreprises sont fournies par des fabricants d'emballage français. Par contre, sur tous les autres domaines, que ce soit l'alimentaire, la cosmétique et autres, là nous avons une concurrence étrangère importante. Ce siècle de réussite a aiguisé les appétits et des offres d'achat arriveraient régulièrement sur le bureau de la direction. Mais la famille Brodart est attachée à son patrimoine et si la 4e génération n'a pas encore décidé si oui ou non elle prendrait la relève un jour, la 3e génération ne semble pas disposée à quitter le navire. Et pour tous les entrepreneurs qui rêvent de devenir à leur tour des Gaston Brodart, une opération dont nous vous parlions hier soir dans le journal et qui se termine ce soir, le salon Magic Business. Il existe depuis 12 ans maintenant, mais face à la conjoncture actuelle, il prend un sens nouveau pour les sociétés de services dans l'Aube, dans les locaux de la Chambre de commerce, de l'assurance au BTP en passant par le conseil et l'audit. Un florilège de PME auboises était présent, l'occasion de faire son marché en local. Dominique Lemel, le président de la Chambre de commerce de l'Aube, revient sur l'intérêt économique du salon. Il est au micro de Fabrice Schlosser.
L'important, c'est que les entreprises se regroupent à un moment donné où c'est quand même pas facile, où on mette ses moyens ensemble, ou au moment où, je dirais, le lieu le permet. C'est un lieu quand même sympathique, on commence à connaître ce lieu, on se rapproche, et je crois que se retrouver fort ensemble à un moment où on a besoin de se retrouver des idées, un peu d'innovation, c'est intéressant. Alors Internet est toujours l'endroit où on va chercher la première information. On vient avec des meilleures questions parce qu'on s'est renseigné d'abord, et ce qui est important après, c'est le rendez-vous physique. On le connaît, nous, à la Chambre de commerce, et je crois que les gens des services le connaissent aussi. L'entrée par le portail, c'est la première étape, et le contact physique, c'est là où on qualifie le rendez-vous. Un événement comme aujourd'hui, déjà, ça permet à chacun de prendre date, ça permet à chacun de rassembler ses efforts, et puis chacun bénéficie du réseau de l'autre, et ça, c'est aussi très important. On termine ce journal avec une évasion artistique pour les malades en fin de vie et pour les visiteurs. Une exposition de photos dont le vernissage a lieu ce soir dans un lieu peu habitué à ce genre d'événement, au cœur du service de soins palliatifs à Troyes, résidence des Comtes-Henri, rue de la Marne, près de l'hôpital de Troyes. L'exposition est réalisée par le collectif Révélateur et propose dans les couloirs des images issues de la collection de 5 photographes au bois reconnus. Un aperçu en images avec Christian Vira. Au 3e étage, 11 des 12 lits du service de soins palliatifs sont occupés. Ici, derrière les portes, chacun s'emploie à atténuer ou accompagner la souffrance des derniers instants. Ce lieu est désormais ouvert au public. Du moins, les personnels soignants ont choisi de transformer les couloirs et salons en galeries. Pour faire rentrer justement la vie à l'intérieur du service. On a le droit d'être interpellé par autre chose que sa maladie, même quand on est en fin de vie. Le médicament ne va pas tout résoudre. La peur, l'angoisse, les questions qu'on peut se poser à ce moment-là ne vont pas être prises en compte par la prescription d'un médicament. C'est une façon aussi de parler peut-être de ce moment difficile ou d'évoquer un souvenir agréable qu'il a connu. On ne parle pas que de choses difficiles. Pour cette 2e exposition, 5 photographes du collectif Révélateur ont accepté de présenter 50 photos dans ce lieu inattendu. Ça apporte quelque chose personnellement, en plus d'avoir la fierté d'exposer ces photos, quoi. C'est aussi d'apporter quelque chose aux autres. C'est vrai qu'on avait une image plutôt d'un mouroir, quoi. Et certes, c'est ça, mais c'est aussi un endroit où les gens, pour la plupart, finissent leur vie. Donc il faut aussi que qu'ils puissent se sentir bien, voilà, c'est important, avant toute chose, quoi. C'est pas parce qu'on est sur ces 5 derniers jours ou une semaine, 2 semaines, il faut qu'on puisse prendre peut-être un peu de plaisir, voilà, et les photos, j'espère qu'apporteront peut-être un petit peu de tout ça, quoi, un petit peu. Pour ces photographes, il s'agit de leur première exposition collective. Le choix du lieu correspond à leur démarche. Je suis ravie d'être ici, notamment parce que ça fait vivre les couloirs, ça fait vivre le personnel, je pense, et ça fait vivre les patients. Donc je trouve que c'est un lieu atypique et la plupart des photographes du collectif sont aussi atypiques. Donc ça fait un bel écho. Cette exposition est ouverte au public 7 jours sur 7, de 15h30 à 19h. À noter, l'association Développons les soins palliatifs dans l'Aube recherche des idées pour collecter des dons et entretenir la vie jusqu'au bout dans ces services. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le froid pour la fin de la semaine. Prévision complète avec Cécile Rich dans quelques instants. Demain dans le JT présenté par Aurélie Juigné, une tentative de record du monde à la Chapelle Saint-Luc. Un record d'embrassades, de bisous. Il en faudra plus de 300 de suite en lien avec le Téléthon. On a hâte de voir ça demain. Excellente soirée à vous. À très bientôt.